Ah, ok. Alors, je vous ai dit le début, le solide. En fait, c'est que ça a une forme définie, effectivement, comme tu l'as dit. D'accord? Ça a une forme définie et ça a un volume aussi défini. D'accord? Alors maintenant, à partir de ça, comment on pourrait définir les liquides? Alors, ouais, t'écoutes. Allô? C'est Chloé normalement qui a la parole. Ok, monsieur? Ah non, c'est pas Chloé. Oui. Un solide, non, c'est pas. Là, maintenant, c'est liquide. Ah, c'est liquide. Ah bah non, en fait. Qui n'a pas de consistance, en fait. Le liquide? Oui, c'est vrai. Donc on va le définir comment? En termes de forme ou de volume? Est-ce que le volume est défini? En, en termes de volume. Ouais, alors le volume, justement, est-ce que vous le savez, le volume, il va dépendre du récipient, en fait. Donc en fait, un liquide, on va dire qu'il n'a pas de volume défini. D'accord? Mais par contre, ça. Pardon, je dis une bêtise, c'est l'inverse. Alors attendez, je reviens. C'est une forme non définie. D'accord? Vu qu'elle dépend du récipient. Si vous mettez dans un verre plus ou moins large, vous aurez une forme de liquide différente, mais vous aurez par contre un volume défini. Ce sera toujours le même. Si vous mettez 20 millilitres dans un petit verre ou dans un grand verre, vous aurez toujours les 20 millilitres. Et maintenant, vous voyez venir, j'imagine, avec le gaz, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire au niveau forme et volume du gaz? Je vous écoute. Le gaz, ça n'a pas de forme définie et Ouais. c'est enfin, c'est en état de vapeur. Oui, on peut dire comme ça. Donc, ça n'a ni forme ni volume défini. OK. Bon, j'espère que vous arrivez à me lire. C'est vrai que c'est un peu large comme écriture, mais je vais essayer d'améliorer ça. Donc, voilà la définition rapide de solide, liquide, gazeux. D'accord? C'est-à-dire qu'avec les notions de forme et de volume, on arrive en fait à distinguer les trois. Alors, il y a quand même des petits pièges là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, le sable, à votre avis, il est solide ou liquide? Donc, tout ce qui est solide divisé, on va voir, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Le sable, il est en même temps liquide et en même temps solide puisqu'il prend la forme de Alors, son c'est un peu ça. récipient. Alors, si vous prenez des grains de sable, bien sûr, ils sont solides. Mais si vous en prenez des millions, entassés les uns sur les autres, vous savez que ça va s'écouler en fait comme un liquide. Vous ne pouvez pas tenir dans la main, vous pouvez le verser. Donc, c'est vraiment un comportement liquide. En revanche, d'ailleurs, c'est le paradoxe. Si vous mouillez ce sable, si vous lui rajoutez de l'eau, en fait, par capillarité, il va solidifier l'ensemble. Donc, vous voyez que le sable, en fait, peut avoir des comportements différents. Donc, ça, c'est le cas des solides divisés. Okay. Donc, voilà, première en introduction là, sur la chimie. On continue avec cette distinction macro-micro. Donc, comme d'habitude, je commence par une petite expérience au niveau du laboratoire, donc au niveau macroscopique. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit morceau de sodium, vous voyez, sur de l'eau, avec de la phénophtaline. Alors la phénophtaline, je crois que vous avez fait des petits cours sur les pH. Vous savez peut-être que c'est un indicateur coloré et qui devient rose, comme vous le voyez dans la vidéo, là, quand la solution devient basique. D'accord? Là, vous voyez le petit morceau solide. Désolé, ça lag un peu. Il va falloir que j'arrange ça la prochaine fois. Vous voyez le petit morceau solide de sodium là, qui est consommé au fur et à mesure et qui se balade un peu partout parce qu'il dégage aussi un gaz qu'on a vu au début. Et donc, alors comment interpréter? Alors, un petit rappel tamponnier, parce que ça, vous l'avez fait, mais je vais être sûr que ce soit calé. Vous vous rappelez que le pH, ça définit en fait, ça mesure en tout cas en particulier les ions H3O+. D'accord? Vous devez retenir que c'est lié à H+, qui dans l'eau se transforme très vite en H3O+. Donc, si le pH, si les H3O+, sont majoritaires, d'accord, dans l'eau, on dit que le pH est acide.
Et vous le savez, on dit que le pH est inférieur à 7. Comme je l'ai écrit en haut, le pH basique, d'accord? Si les autres ions qui sont présents dans l'eau et qu'on peut rajouter là, par ce type de réaction, si ce sont les H au moins qui sont majoritaires, on dit que c'est basique parce que le pH est supérieur à 7. Bon, vous savez que pH neutre, c'est de 7. Donc ça, c'est une petite révision en passant. Maintenant, si on revient à l'état microscopique, d'accord, on a une réaction qui fait réagir ici. Donc ici, c'est le sodium. C'est un atome de sodium. Ça, c'est l'eau. Vous savez que l'eau, il faut le connaître, cette formule-là. Hein. Enfin, plutôt cette géométrie. Vous savez que l'eau est en fait une molécule coudée. On verra que ça a des conséquences très importantes au niveau du comportement de la glace et de l'eau liquide. Donc, cette molécule d'eau, quand elle réagit avec le sodium, on a un dégagement de LiOH, que j'ai symbolisé comme ça, les codes couleurs classiques. Alors, la petite sphère blanche, c'est un atome d'hydrogène. Hein. Et un dégagement de H2. Alors, je voulais savoir si vous avez un gros décalage entre ce que je raconte et ce que je fais apparaître à l'écran. S'il y a quelqu'un qui pouvait lever la main, qui pouvait me dire ce que vous constatez chez vous. Ouais, il faut que les autres se lèvent la main aussi. Essayez ce bouton, c'est important. Alors, oui, j'ai. Oui, on t'écoute. Il y a 2 atomes. Ouais, d'abord, le côté technique. Est-ce que quand je parle, vous avez l'équivalent avec les molécules ou est-ce que vous devez attendre 2-3 secondes? Non, ça va, c'est plutôt en direct. Ok, donc quand j'ai écrit H2O, vous l'avez entendu en même temps que le moment où je l'écrivais. Oui. Ok, super. Donc ouais, tant que tu es là, alors effectivement, ici, donc je le mets sur l'écran, vous avez LiOH, NaOH, pardon, parce que c'était du sodium, et ici H2. Donc vous devez le connaître, celui-là, H2, vous vous rappelez, c'est un gaz, d'ailleurs peut-être le courant, c'est un gaz de quel C'est type? l'eau. Non, H2, non. C'est le dihydrogène, et c'est quoi sa propriété? Ah, en fait, c'est en retard, monsieur. Et ouais, c'est ce qui me semblait. Donc vous voyez ce que je viens d'entourer là, c'est l'eau, le dihydrogène. Donc le dihydrogène, c'est d'accord, c'est un gaz qui est inflammable, qui est très dangereux. Et vous voyez que c'est lui qui brûle dans la vidéo qu'on avait ici là. Vous voyez, vous avez vu qu'à un moment il y a du gaz qui brûle, qui s'échappe en tout cas, et donc c'est celui-là qui s'échappe. Donc vous voyez, si on fait le bilan, est-ce que cette réaction est équilibrée? Donc vous voyez, je suis obligé de faire intervenir 2 autres molécules pour équilibrer le tout. Alors, effectivement, ça lag un peu, vous m'excusez une seconde, je vais tenter une petite manip pour essayer de faire un peu mieux, d'arranger un peu la coordination avec tout ça. Alors, une petite seconde, désolé, je continue. Mohamed, je ne sais pas ce qu'il fait tout seul dans sa vidéo, c'est n'importe quoi. Alors, une seconde, hein, désolé.
Ok, on est reparti, on va voir si ça va mieux. Alors, on repasse la vidéo rapidement, ou peut-être que si vous l'avez loupé, vous allez pouvoir revoir le dégagement de dihydrogène. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Alors, j'arrive. Donc, je vais tenter un autre truc sur PowerPoint, peut-être que vous verrez mieux. Comment tu m'entends? Allô? Ouais, on t'écoute, t'as demandé la parole. Ah non, non, c'est juste pour dire, parce que en fait, dans mon écran, ça bug, c'est normal? Ça bug, ça veut dire que tu as un temps de latence? Ça a du retard? Ouais, à peu près, ouais. C'est ça. Ouais, attendez, j'essaye de me mettre sur PowerPoint, ça marchera peut-être mieux. Vous allez me dire si c'est mieux. C'est mieux là, Hamza? Attendez, faut que je regarde. Ouais, c'est bon. Donc là, vous avez une vidéo avec un son en anglais normalement. Bon. Est-ce que c'est OK? Tu l'as en direct là ou pas? Oui, oui, oui. OK, donc on va rester à cette solution, ça marche mieux avec l'iPad. OK, donc là, vous avez bien vu la coloration au fur et à mesure de l'eau teintée de phénophtaléine. Vous voyez bien là le petit solide de sodium qui a tendance à s'échapper de la surface de l'eau avec un dégagement gazeux. Donc tout ça, au niveau microscopique, comment ça s'interprète? D'accord? C'est que vous avez un atome de sodium qui réagit assez violemment avec une molécule d'eau. Donc ça, c'est la première partie de la réaction que je vous ai fait figurer. Alors là, je ne peux plus faire de commentaires au stylo, d'accord? Je vous laisse prendre des notes si vous voulez. D'accord? Donc on a bien l'atome de sodium qui réagit à la molécule d'eau symbolisée par H2O. L'oxygène est souvent en rouge en chimie. Donc là, vous avez une molécule de NaOH qui s'est créée, plus du dihydrogène, qui explique la fuite de gaz et éventuellement l'inflammabilité de la solution. Donc, pour équilibrer tout ça, vous êtes d'accord, il faut que je rajoute, parce que vous voyez qu'ici, on avait un problème, on avait 2 hydrogènes en trop, enfin 2 hydrogènes à gauche, 3 à droite. Je suis obligé de rajouter une molécule de NaOH, et en faisant ceci, d'accord, je suis obligé de faire intervenir une autre molécule d'eau. OK? Avec tout ça, il faut rajouter du sodium. Et donc, vous voyez, si on fait le bilan, on a 2 sodium plus 2 H2O donne 2 NaOH plus H2. Alors, pourquoi des réactions chimiques se déroulent-elles? On en a un petit peu parlé avec ceux qui étaient là jeudi dernier. Gardez à l'esprit qu'en fait, la plupart des espèces chimiques ont tendance à se stabiliser, comme la plupart des corps en physique. Donc ça, c'est surtout quelque chose que vous verrez l'année prochaine, mais c'est bien d'avoir un peu de culture déjà là-dessus. Vous voyez ce qui s'est passé dans la vidéo que je vous ai montré, c'est que le sodium a perdu rapidement un électron. Alors bien sûr, ça veut dire qu'en face, il y a une espèce qui est capable de réceptionner cet électron et voire de le demander. Donc, on fait le bilan comme ça. Bon, bien sûr, ce bilan n'est pas complet, c'est ce qu'on appelle une demi-réaction. Et si on regarde ce que vous ferez de façon plus complète, la structure d'un atome en fait, en chimie et en physique, on s'aperçoit que pour l'instant, on laisse tomber le noyau. On s'aperçoit qu'autour du noyau, il y a ce qu'on appelle des couches. Donc là, je vous ai fait par exemple l'atome de sodium. Alors, il y a aussi des systèmes de sous-couches, mais ça, vous verrez ça plus tard. Là, vous voyez la première couche qu'on appelle la couche K, qui est autour du noyau. On l'appelle K pour kernel. Kernel, pour ceux qui font l'informatique, savent que ça veut dire le noyau, c'est-à-dire le corps de l'ordinateur. Quand vous avez un kernel panique, si ça vous est arrivé, vous savez qu'il y a juste à débrancher l'ordinateur. Et donc ici, vous avez 2 noyaux, deux électrons sur la couche K. Vous en avez 8 sur la couche L, après on prend par ordre alphabétique, et sur la M, il n'y en a plus qu'un. Et donc vous voyez venir un peu la conclusion, c'est-à-dire que cet électron, en fait, comme il est le plus éloigné du noyau, il est assez difficile à arracher. Et en fait, le fait de le perdre pour l'atome de sodium, ça lui permet aussi de stabiliser cet atome. Donc vous verrez ça de façon plus complète l'année prochaine, mais déjà c'est bien d'avoir une idée de la cause derrière tout ça. C'est qu'en fait, il y a des atomes qui ont tendance à perdre des électrons et d'autres qui ont tendance à les gagner. Donc tout ça va faire que vous aurez des molécules qui peuvent exister dans la nature, entre guillemets, c'est-à-dire de façon naturelle, ou qui n'existeront jamais. Alors un petit rappel sur les notations quand même. On l'a déjà vu aussi, mais j'insiste.
L'atome de sodium, pour le résumer, vous avez déjà vu un tableau périodique. D'abord, on met le nom de l'atome, ici sodium, Na, donc ça vient du latin, hein, c'est pour ça que c'est pas SO. 11, c'est le nombre de protons, ok, je l'ai écrit ici. Les protons, c'est une espèce qui est dans le noyau, qui est positive, qui a la même charge qu'un électron. Et le reste est colmaté, je l'avais un peu expliqué la semaine dernière, hein. Il faut bien avoir à l'esprit que c'est impossible de faire coexister des charges positives entre elles dans un lieu donné, puisqu'elles ont tendance à se repousser. Donc au niveau du noyau, ça se confirme, puisqu'il y a des neutrons qui sont là, comme dans l'année, qui sont neutres d'ailleurs, et qui ont une espèce de colle en surface. Donc ça, c'est de la physique assez complexe, hein. C'est pas encore fini d'ailleurs comme découverte. Donc les protons et les neutrons peuvent se coller en surface, et donc malgré la répulsion électrostatique entre protons positifs, vous allez avoir un noyau qui peut exister. Et on résume tout ça par cette notation. Pardon. Donc 11 protons ici, ça nous intéresse aussi en chimie, parce qu'on sait qu'un atome, si on n'a pas commencé à agir sur lui, il est neutre. Donc si vous avez 11 protons, vous avez forcément 11 électrons. Et 23, c'est ce qu'on appelle le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons. Donc comme je l'ai fait ici, si vous voulez avoir le nombre de neutrons, vous avez juste à faire la différence. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Vous levez la main si vous voulez prendre la parole. Oui. Mais monsieur, pourquoi on fait 23 moins 11? On fait 23 moins 11 parce qu'en fait, le 23 indique le nombre total de constituants. C'est-à-dire dans le 23, il y a tout ce qu'il y a dans le noyau, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Donc j'ai fait un petit calcul pour vous montrer comment on calculait simplement les neutrons. Si vous voulez avoir le nombre de neutrons, comme j'ai fait ici, vous avez juste... vous voyez ma souris d'ailleurs, en fait, ou pas? Est-ce que vous voyez la souris là, Mohamed? Allô? Oui, oui, on voit la souris, elle est noire. Okay. Donc en fait, ici, là, vous voyez bien que si je veux avoir le nombre de neutrons, ok, je dois faire la différence, parce que je n'ai pas accès directement, il n'y a pas un nombre qui nous donne directement le nombre de neutrons. Le seul nombre direct, et le plus important d'ailleurs, c'est le nombre de protons. Parce que révision aussi, le nombre de protons donne aussi le nom de l'élément. C'est-à-dire si vous n'avez qu'un proton, c'est forcément l'hydrogène. Si vous avez 2 protons, c'est de l'hélium, ainsi de suite. Mais le 23 n'est pas relié directement, ça vous verrez plus tard pourquoi. Il y a aussi ce qu'on appelle des isotopes. Donc le 23, en fait, vous donne le nombre de constituants total. Donc ici, vous en avez 23, c'est-à-dire vous avez 12 neutrons. Donc on retrouve bien que 12 neutrons et 11 protons, ça fait les 23 constituants. C'est bon? C'est plus clair? Oui, merci. Alors, on continue. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors, on continue avec ça, vous avez vu sûrement aussi des précipités. Là, regardez, on fait juste réagir en fait un précipité. On mélange juste du nitrate d'argent et du sel. Le sel, je vous rappelle, on l'a vu tout à l'heure. Notez-le, ça, si vous ne savez pas, c'est Na plus Cl-. Okay, donc, quand on mélange du sel avec ce précipité, on a quelque chose d'intéressant. On a un précipité. Il y a un précipité, je vous rappelle qu'après tout, hein, c'est juste un solide, d'accord, qui coexiste avec un liquide, hein, qui est en train de flotter dans un liquide. Bien sûr, ça dépend de la masse des précipités. Parfois, il s'écrase au fond, parfois, il reste en suspension. Mais c'est juste un solide qui se mélange de façon assez visible avec un liquide. Et regardez, cette expérience, elle est très utile parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le principe de la photo argentique. Donc ici, on prend simplement ce précipité. Vous allez voir, on le filtre. D'accord. Donc là, avec ce bécher, je rappelle qu'on a mis juste un papier filtre circulaire. On mélange les deux réactifs que je viens d'évoquer ici, c'est-à-dire le nitrate d'argent et le sel, et de l'eau salée, si vous voulez. On attend un petit peu. Et regardez, on a des petites particules, donc des petits précipités de GSL qu'on voit bien là, plus ou moins bien collés. Voilà, on fait ça un peu vite fait. Et regardez ce qu'on va faire. On va flasher un filament de magnésium juste au-dessus. Donc le magnésium, hein, vous allez voir, voilà, il dégage une lumière très vive, plein d'ultraviolet. Si un jour on fait l'expérience, d'ailleurs, vous verrez, il faut amener ses lunettes de soleil tellement c'est violent. Regardez ce qui se passe, on le voit tout de suite. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire ce qu'on appelle une photo. Donc, d'accord, toute la partie qui a été éclairée par le flash de magnésium est devenue sombre, voire noire pour certains atomes. Et vous voyez, seule la partie qui a été protégée par la clé est restée blanche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un négatif en photo, hein. Alors bien sûr, vous connaissez moins ça maintenant parce qu'on a tous basculé vers les photos numériques.
Mais c'est bon à connaître parce qu'en fait, il y a des photographes qui utilisent encore la photo argentique parce que bien sûr, la résolution est quand même spectaculaire parce que vous imaginez, vous arrivez à une résolution qui est proche de celle de l'atome. Donc le numérique n'est pas capable de faire encore aussi. Alors tant qu'on y est sur la chimie, hein, comme je vous l'ai dit, c'est juste des échanges d'électrons, c'est ça que vous devez bien retenir. Mais même si c'est que des échanges d'électrons, ces petites particules au niveau de l'atome, ça suffit à dégager beaucoup d'énergie et donc à être dangereux. Donc il faut tout de suite se mettre d'accord sur les icônes de sécurité que vous pouvez avoir ça en question au brevet et surtout savoir les exploiter pour chez vous et pour les expériences que vous ferez en seconde. Bon, le premier il est assez évident, inflammable, donc il faut éviter bien sûr tout contact, d'accord, et toute source de chaleur. Alors pardon, je retrouve la souris, voilà. Ok. Voilà, toutes sources de chaleur. Ça, c'est facile. Le deuxième, il est moins évident, ce qu'on appelle le comburant. Alors, le haut ici, le haut que vous voyez sous la flamme, en fait, c'est... Pardon, j'ai un souci encore. Alors, on essaye. Donc, ce que vous voyez là, le haut, en fait, il symbolise quelque part l'oxygène. Hein. Parce que n'oubliez pas que pour faire un feu, je vous l'ai mis ici en rappel. D'accord? Pour faire un feu, il faut trois choses. Il faut à la fois un combustible, exemple qu'on avait déjà vu jeudi dernier, du bois, du gaz, du méthane, ce que vous voulez. D'accord? Ensuite, un comburant et une énergie d'activation. Alors, qu'on peut appeler étincelle ou flamme. Si vous n'avez pas un des trois, la combustion ne se fait pas et donc le feu s'éteint. D'accord? Donc, retenez bien que le comburant classique, et surtout sur Terre, hein, c'est le dioxygène. Alors, ce qu'on avait fait aussi comme rappel jeudi dernier, que vous devez à tout prix connaître, c'est la composition de l'air. Alors, est-ce qu'il y en a qui se rappellent? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent la composition assez précisément de l'atmosphère terrestre? J'essaie une autre chose en attendant, désolé. Alors, Chloé, c'est ça? Ouais. Vas-y, on t'écoute. Il y a 80% d'azote, Ouais, 19% de dioxygène ouais, c'est ça. Et 1% d'argon, je crois. ouais, c'est ça. Après, il y a d'autres liquides, enfin d'autres gaz, pardon. Alors, les autres gaz, on va en reparler rapidement parce que tu étais là, toi, jeudi dernier, hein, c'est ça? Oui. Ok. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, petit rappel super important. Ok, donc je reviens à l'iPad, j'espère que ça laguera un peu moins. Comme ça, je peux écrire dessus. Comme ça, je peux écrire. Donc, l'atmosphère, hein, retenez bien que... Alors, l'atmosphère terrestre. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, il y a environ 79% de diazote. D'accord? À peu près 20% de dioxygène. Alors, Chloé, est-ce que tu te souviens de l'argument pour réfuter l'hypothèse selon laquelle il y aurait 80% d'oxygène que vous avez tendance à admettre? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Oui, Harry, c'est ça? Oui, en fait, s'il y a trop d'oxygène, bah, il y a beaucoup de choses qui vont prendre feu, comme c'est un comburant, un combustible. J'ai oublié. Voilà, c'est le comburant principal, effectivement. Et on en reparlera une autre fois, mais si vous regardez des vidéos tournées par l'ISS, vous savez qu'il y a une orbite autour de la Terre, il y a tout le temps des feux sur Terre, avec 20% de dioxygène. Donc je vous laisse imaginer la situation s'il y avait 80%. En fait, c'est une planète qu'on qualifie d'inhabitable. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de vie sur Terre, il n'y aurait pas de vie sur une planète qui a 80% de dioxygène. Donc quand les ingénieurs, la NASA, font de la recherche de vie extraterrestre, s'ils voient 80% de dioxygène, ils laissent tomber, ils ne regardent pas. Parce qu'ils savent que ça va faire que brûler. Donc c'est très difficile de développer des choses là-dessus. Tant qu'on y est dans l'atmosphère terrestre, je vous rappelle aussi qu'il y a bien sûr de l'eau, vapeur d'eau et tout, c'est quand même important. C'est la météo tous les jours. Hein. Et surtout du CO2. Donc le CO2, vous allez voir, c'est assez faible, c'est étonnamment faible, mais ça suffit, vous vous rappelez, à créer des petits soucis qu'on appelle le réchauffement climatique. Donc on est à 0,04% actuellement, ou 40 parties par million, comme vous voulez.
C'est déjà, vous voyez, ça semble négligeable, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que comme le CO2 est un gaz à effet de serre, GES, ok, ça suffit à créer des problèmes qu'on constate actuellement. Donc retenez bien que le CO2 n'est pas du tout un polluant. C'est-à-dire vous pouvez l'inspirer, l'expirer, il n'y a pas de souci. Ça ne vous fera pas mal au poumon. Mais c'est un gaz à effet de serre, donc ça provoque un réchauffement qu'on aimerait bien maîtriser. Voilà. S'il n'y a pas de questions là-dessus, je continue. Donc retenez bien ces pourcentages. Hein. Oui, Mohamed? C'est quoi l'AR? AF? Non, c'est AR, argon. AR, c'est quoi? C'est 1%. Alors c'est ce qu'on appelle un gaz noble. Noble au sens chimique, hein, c'est-à-dire que en fait, il est très stable, comme je vous disais tout à l'heure. Il est tellement stable qu'il a besoin de personne d'autre pour faire une molécule. Donc c'est une molécule à lui tout seul. C'est une molécule à un seul atome. Et donc comme il ne réagit absolument pas, quand il se dégage, il reste dans l'atmosphère. Vous verrez qu'il vient en fait de la radioactivité un peu plus tard. C'est-à-dire que c'est des processus radioactifs qui déclenchent la fabrication d'argon sur Terre. Donc on dit souvent éviter le terme gaz rare, hein, comme on le voit souvent, parce que 1%, si vous ramenez à la masse de l'atmosphère, ça fait quand même des millions de tonnes d'argon, donc c'est pas tout à fait rare sur Terre. Voilà. Oui, je t'écoute. Alors. Mais monsieur, c'est normal quand à chaque fois ça me met micro coupé? C'est normal? Ouais, c'est ton micro qui est coupé normalement, mais tu m'entends toujours? Oui, j'entends, mais des fois ça me met... Des fois, j'entends plus rien. C'est normal? Non, ça c'est pas normal. Donc ça, il faut que tu fasses des réglages sur ton micro. Alors, quand vous parlez, c'est moi qui vous active les micros, donc stressez pas, c'est pas la peine de s'exciter sur les boutons. Donc vous demandez la parole avec la main là, et moi je vous donne la parole. D'accord. Mais, vous devez m'entendre en permanence quasiment. Bon, là, il y a eu des petits soucis techniques. Là, je suis repassé sur l'iPad. C'est peut-être ça qui a provoqué des problèmes. Mais voilà, vous demandez la parole et je vous la donne. OK. Oui, oui. Voilà, donc petite révision sur le feu, là, donc, qui vient confirmer ce qu'on a vu là ici, c'est-à-dire il faut à la fois une substance inflammable, par exemple du pétrole, du méthane, ce que vous voulez, du bois, et une substance comburante. Il faut bien sûr activer tout ça. Vous le savez, si vous balancez de l'essence, heureusement, sur le sol, elle ne prend pas feu tout de suite alors qu'il y a de l'oxygène autour. Donc, il faut passer ce qu'on appelle une barrière d'activation et qui permet de déclencher un incendie. Donc, pensez à ça, il faut savoir par cœur. Hein, composition de l'atmosphère terrestre, d'accord, c'est super important. Maintenant, je continue sur l'iPad. Pour quelque chose que j'ai fait aussi jeudi, mais qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle les deux flammes. Première vidéo. Alors, première vidéo que je vais remettre tout de suite. Désolé, j'ai encore un petit lag avec l'iPad. Donc, je vais la lancer comme ça. Voilà. Alors voilà, on a un tube à essai qu'on place sur une flamme jaune, hein, une bougie si vous voulez, et on s'aperçoit que tout de suite, vous allez voir, on constate l'apparition d'un dépôt. Je vais se découvrir. Si vous ne voyez pas la vidéo, vous m'envoyez une alerte en levant la main. Donc vous voyez, on voit tout de suite la flamme jaune qui a tendance à déposer un dépôt noir. Alors les dépôts noirs, dans 99% des cas en chimie, c'est du carbone. Oui? Ouais, je vois pas la vidéo. Tu vois pas la vidéo? Ouais. Tu as mon écran là, tu vois le triangle et tout ça ou pas? Ouais, je le vois, mais je vois pas la vidéo. C'est bizarre, je l'ai à l'écran moi. Attends, je vais essayer autre chose. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, avec tout le monde qui est en vidéoconférence, je ne vous cache pas que l'Internet à Paris commence à... Ouais, il y a des bugs, même sur Fortnite. Même sur quoi? Même sur PS4, tout ça, il y a des bugs. Ouais, ok. Au revoir, monsieur. Donc, vous voyez là, tu la vois ou pas? Attendez. Ouais, je la vois. Ok, donc on reprend. Donc là, vous avez la flamme qui teinte, d'accord, qui contient des particules de carbone. C'est ce qui donne, ce que vous notez d'ailleurs, hein. La flamme est jaune parce qu'en fait, c'est du carbone incandescent à l'intérieur. Ce qui prouve qu'il y a du dégagement de carbone, d'accord. Il y a des petites particules qui sortent et qui donnent cette couleur jaune caractéristique.
Et deuxième vidéo, plus important, ce qu'on appelle avec un bec benzène, regardez. Si on allume un bec benzène, c'est plus malin qu'une bougie. Vous voyez, on fait rentrer le dioxygène ici. Alors au début, vous avez vu, si on ne fait pas d'effort, la flamme est jaune aussi. Et au fur et à mesure, regardez qu'on fait tourner ici et qu'on améliore l'entrée d'air, vous allez voir, tout d'un coup, on voit que la flamme devient bleue, voire quasiment transparente. Elle est dangereuse parce qu'on ne la voit quasiment pas, mais on la qualifie de bleue quand même. Et ce qui va nous intéresser, c'est ici. C'est-à-dire qu'ici, vous allez vite voir avec ces expériences, vous voyez qu'en fait, le déplacement là d'un petit filament permet de voir là où la flamme est la plus chaude. Là où c'est le plus chaud, c'est ça que vous devez retenir, c'est ici, on peut avoisiner les 1200 degrés ici. Donc on peut faire fondre du verre, on peut faire des choses quand même assez exigeantes au niveau température. Alors il y a aussi une petite suite où on met, vous voyez, une espèce de, on veut faire le profil de la flamme, à la fois la coupe. Donc vous voyez qu'il y a aussi des particules de carbone qui ont tendance à se déposer, mais il y en a beaucoup moins que dans la flamme jaune. On essaye de faire une coupe latérale aussi de la flamme. Donc là, vous allez voir apparaître le profil aussi. OK. Alors, est-ce que vous voyez la vidéo défiler là? Je crois qu'il y a un petit crash. Ok, ça revient. Désolé, hein, on va avoir des petits soucis, mais c'est bon. On reprend. Donc, ce que vous devez retenir de tout ça, je vous laisse regarder la vidéo, en même temps je commente. Donc ici, vous avez particules de carbone noir. Et quand il est chaud, d'accord, ça donne cette couleur jaune. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une combustion incomplète. Ici, au contraire, on a une combustion complète. C'est-à-dire qu'il ne se dégage que, d'accord, dégagement de CO2 uniquement et H2O. Et la flamme est plus chaude. Vous voyez ici, environ 1200 degrés. Donc si je reprends alors si je refais le schéma de la flamme, vous avez vu, il y a une petite flamme ici et une grande au-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est ce point ici, qui est le plus chaud. Alors je vous laisse découvrir quand même la fin de la vidéo, qui est presque le plus intéressant, qui permet de voir si on a bien compris ce qui se passe dans une combustion. Donc là, vous voyez, on a même mis une allumette en plein milieu de la flamme. Donc on allume la flamme, vous avez vu, elle ne s'allume même pas. Elle ne s'allume pas jusqu'à ce qu'on la déplace un peu verticalement, vous avez vu, on la monte un peu, et là, bien sûr, elle s'allume immédiatement dès qu'elle se rapproche de la zone des 1200 degrés. Et là, ce qui est important, c'est de bien montrer qu'ici, en fait, la zone est froide. C'est-à-dire que ce qui sort d'une combustion complète à ce niveau-là du bec benzène, c'est juste, en fait, le combustible et le comburant. Et vous voyez que ça vient commenter le triangle du feu qu'on a vu il y a 5 minutes. Si vous n'avez pas une étincelle ou une énergie d'activation, il n'y a pas de déclenchement de flamme, et donc vous avez encore quelque chose, un mélange qui est froid, qui est juste un mélange de deux gaz. Donc ici, vous avez vu, l'allumette ne s'allume même pas, et dès que vous la mettez ici, bien sûr, la température est suffisante pour la déclencher. Donc vous retenez bien ça, là, les deux flammes et donc les deux combustions. Donc vous voyez, la combustion incomplète, si je continue, ça veut dire qu'il y a un dégagement de C, CO, CO2. Vous voyez la différence par rapport à la complète. Alors ton coignet, je l'avais déjà fait aussi l'autre fois. Désolé, j'écris un peu partout sur l'écran. Je n'ai pas assez de place. Attention au monoxyde de carbone. Donc ça s'appelle monoxyde de carbone. Vous en avez déjà entendu parler. C'est le gaz, un des gaz les plus toxiques au monde. Et tant que vous y êtes, vous notez la définition de toxique. Ça veut dire difficile à éliminer par le corps. OK. C'est-à-dire que ce monoxyde de carbone, normalement, si vous vivez dans un endroit, un appartement, une maison où vous avez une cheminée, c'est obligatoire qu'il y ait un détecteur, qui d'ailleurs émet une
une sonnerie d'alerte très très violente. Parce qu'en fait, si on s'endort et qu'on respire du monoxyde de carbone, eh ben, on ne se réveille pas. Parce qu'il est tellement toxique qu'il vient prendre la place du dioxygène dans vos globules rouges. Vous savez que les globules rouges transportent le dioxygène. Et donc le monoxyde de carbone, il est capable de piéger les globules rouges, de se faire passer en gros pour du dioxygène. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas se décrocher vu qu'il ne va pas être capté par vos muscles et tout le reste. Donc voilà, on s'étouffe à petit feu, ce qu'on appelle le tueur silencieux. Et donc c'est pour ça que si jamais un jour vous allez dans un chalet, dans quelque chose de ski ou dans la nature, où vous vous réchauffez avec un feu de bois ou un poêle un peu vieux, si vous avez mal à la tête dans la soirée ou dans les quelques heures qui filent, il faut à tout prix évacuer parce que c'est un lieu très dangereux. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur cette diapo? Levez la main s'il y a une question. Ok, bon, j'espère que vous m'entendez bien, on continue. Alors, on continue avec les icônes de sécurité. Pardon. Donc, celui-là aussi, il est assez clair, hein, je ne vais pas commenter très longtemps. Substance explosive. Alors, sauf un petit commentaire quand même, exemple, n'oubliez pas que des fois, juste faire tomber un objet, ça suffit de le faire exploser. Hein. C'est le plus connu, c'est la nitroglycérine. C'est un liquide. Ok, c'est un liquide qui est tellement instable que dès que vous faites tomber une goutte, il explose. Donc, vous voyez, c'est pas très sympathique à transporter. Est-ce que vous savez comment on l'a amélioré cette nitroglycérine? Parce qu'avoir des explosions, c'est pratique. Hein. C'est pas juste faire la guerre si on veut creuser des tunnels, etc. On a besoin de maîtriser l'explosion. Est-ce que vous savez qui a inventé un processus pour stabiliser la nitroglycérine et la déclencher que quand on le désire? Il y a quelqu'un qui lève la main? Allez, on tente. La nitroglycérine, donc inutilisable, et ben en fait, vous connaissez tous son nom, c'est Alfred Nobel. Vous connaissez tous l'histoire des prix Nobel, enfin en tout cas, les récompenses qui chaque année récompensent d'à peu près 1 million d'euros les chercheurs qui ont œuvré pour le bien de l'humanité. Ben, l'historique, c'est celui-là, hein, c'est que Nobel a stabilisé, à peu près à la fin du 19e siècle, hein, stabilise la dynamite avec, d'accord, avec de l'argile. Vous savez, c'est cette terre très poudreuse. Et ça s'appelle la dynamite. Donc désolé pour l'écriture, on ne voit pas très bien, j'espère que vous arrivez à me lire. La dynamite. Okay. Donc la dynamite, retenez que c'est un mélange de nitroglycérine qui imbibe en fait un cylindre d'argile. Et donc on met une mèche et quand on veut déclencher l'explosion, c'est-à-dire une combustion très violente qui va se dérouler en quelques millisecondes, il suffit de l'allumer. Donc cette fois, on peut jouer avec les bâtons de dynamite presque, si on est un peu psychopathe, et l'allumer quand on en a besoin. Alors pourquoi Nobel a fait fortune avec ça? C'est qu'en fait, il était un peu naïf, le pauvre Nobel, il pensait que cette invention allait arrêter les guerres, c'est-à-dire que les gens allaient trouver ça tellement dangereux qu'ils allaient ne pas l'utiliser et donc tous se mettre en paix avec les autres. Bon, bien sûr, vous imaginez bien, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que son invention a été achetée partout dans le monde pour faire exploser le voisin, d'où en fait son succès économique. Hein. Donc, Nobel a bâti une fortune complètement colossale et donc pour essayer de se racheter aux yeux de l'humanité, chaque année, grâce à cette fortune, hein, il y a un jury qui récompense des chercheurs dans vous savez, plusieurs domaines. Hein. Médecine, chimie, physique, économie, j'en oublie sûrement. Donc il y a ça, littérature. Et donc chaque année, il y a une récompense qui vient de cette fortune-là. Donc vous voyez, c'est quand même assez colossal vu qu'il distribue environ 10 millions d'euros par an. Alors, on continue avec après les explosifs, s'il n'y a pas de questions. Les substances corrosives. Alors, je vous ai mis la définition derrière. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez apparaître corrosif. Si vous voyez apparaître corrosif, envoyez-moi un pouce là vers le haut dans les emojis. J'ai un petit doute.
Oui, vous le voyez. C'est pour dire qu'on voit pas l'appareil. Vous voyez pas quoi? On voit pas l'appareil corrosif. Ok, merci. Alors, donc je vais arrêter le partage 10 secondes. Je vous reprends. Et je vais passer. Sinon... Ouais. Putain, je suis mort, voilà. Là, c'est bon, vous voyez? Donc, corrosif, destruction des tissus vivants et aussi des matériaux. Donc, vous le voyez bien sur l'icône, ça peut détruire une brique ou une main. Donc, ça, les exemples classiques, c'est la soude, les acides forts, etc. Tant qu'on y est sur la sécurité, je vous ai mis un petit schéma là. Donc, vous savez, vu qu'on peut avoir des solides corrosifs aussi, hein, il n'est pas question en chimie de se saisir avec les doigts directement, même si c'est du sucre, hein, vous prenez les bonnes habitudes. Donc, vous voyez, on utilise ce qu'on appelle une spatule. Tant qu'on y est là sur les techniques un peu, parfois inconnues, c'est un peu bizarre. Regardez celle-là pour faire couler du sucre, par exemple. Hein. Il suffit de faire pivoter sur lui-même le flacon. C'est pas besoin de forcer comme un abruti parce que vous le savez, ça va tomber tout d'un coup. Alors que là, vous avez une façon de le verser correctement. Oui? Non? Il n'y avait pas de remarque comme ça? Allô? Oui. Allô? Oui, tu as demandé la parole, on t'écoute. Non, mais est-ce qu'on a le droit de prendre des notes? On peut? Bah ouais, bien sûr. Ah, ok, merci. Ok, merci. Ok, ensuite, regardez, une technique pour verser un liquide aussi. Il suffit de faire couler le long. Vous avez déjà remarqué quand vous versez du lait d'une casserole, il a tendance à revenir vers la paroi parce que par capillarité, en fait, il va rester collé. Et donc, il suffit de mettre une petite tige en verre, là, vous avez vu. Vous pouvez essayer avec une paille ou autre chose, vous verrez, ça marche bien. Et donc, vous faites couler le long de la paille. D'accord, regardez, je remets. Là, on arrive à. Voilà. On voit bien le lait qui coule, qui au lieu de revenir vers la paroi du bécher, épouse en fait la paroi de l'agitateur en verre et coule là où on le désire. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser quand vous êtes en chimie pour faire couler proprement un liquide. Alors c'est vrai, là, ça a l'air complètement idiot de faire couler du lait, mais quand c'est un liquide qui est corrosif ou qui est dangereux, ça devient très utile. Bon, on continue avec des icônes tout aussi importantes, mais un peu plus évidentes à décoder. Hein. Donc là, vous avez bien sûr l'icône dangereux pour l'environnement. C'est assez clair, vous avez un poisson mort, un arbre mort. Donc ça veut dire qu'il faut recycler. D'accord, si vous êtes au labo, vous avez un bidon spécial pour le mettre à l'intérieur. Ensuite, le lycée appelle chaque année des gens spécialisés dans le recyclage des produits chimiques hein, et ils viennent les chercher. Ok, ensuite on continue avec le risque d'empoisonnement. Bon, alors ça c'est assez variable. Ça peut être un risque léger. Par exemple, ça peut être un médicament qui vous fait dormir ou un risque quand même beaucoup plus important. Juste en passant, rappelez-vous que les gaz, quand il y a un dégagement gazeux dans un bécher ou que vous êtes au labo de chimie, il n'est pas question de se mettre la tête au-dessus et de renifler à pleine narine. C'est-à-dire vous faites un peu comme le schéma, là, vous rapprochez le flacon, vous laissez le gaz s'évaporer légèrement et avec la main, vous éventez vers vous. Donc vous allez avoir un petit prélèvement du gaz, ce qui vous évite de tomber dans les paumes si ce gaz est dangereux. D'accord? Donc je vous ai mis aussi l'icône sur les gaz. Bon, ça c'est assez évident. Ça, vous verrez souvent ça sur les camions de livraison, hein. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pas fumer à proximité, vu que vous avez des gaz sous pression, donc s'ils explosent, c'est encore plus dangereux. Il y a un icône assez récent, hein, ce qu'on appelle, vous savez, mutagène, toxique, cancérigène. Donc je vous rappelle, toxique, hein, si vous ne l'avez pas écrit, c'est le moment là. Toxique, ça veut dire difficile à éliminer du corps. Ça ne veut pas forcément dire dangereux, mais bon, la plupart des gaz ou des substances toxiques le sont aussi, donc c'est là que ça devient vraiment compliqué, quoi. Quand vous avez quelque chose en vous que vous n'avez pas éliminé du corps et qu'en plus il est dangereux, ça devient très problématique. Voilà, on a fait le tour des révisions sur la chimie. Bon, bien sûr, on fera des exos et je vous parlerai des masses volumiques aussi plus tard, parce que ça, c'est un truc qui est mal compris par les élèves en général. Je vais maintenant revenir au noyau qu'on a un peu laissé de côté, à moins qu'il y ait des questions là sur ces parties de sécurité. Est-ce que vous l'aviez déjà vu ça? Est-ce que ça, vous l'avez déjà fait ou pas? Ouais. Il y aura ça au brevet? Vous pouvez avoir des questions, ouais. Tout ce qu'on fait, vous pouvez l'avoir au brevet. Hein. Je ne vous fais pas un cours de première non plus. Hein. Mais Mais du coup, au brevet. ouais, vous pouvez avoir des petites questions. Mais du coup, vu que on a cours avec vous, est-ce qu'au brevet blanc, du coup, on aura physique?
Ah, bah, le brevet blanc, dans l'état actuel des choses, je pense que vous n'avez pas trop vous inquiéter, hein. Je ne sais pas, tout va être reporté. Donc, le brevet blanc, il était prévu quand? Bah, cette semaine, mardi. Ouais, ben, mardi, je pense pas que vous serez au collège, hein. Donc, il n'y a pas de souci sur le brevet blanc. Là, on est plutôt dans l'optique bah, pour le brevet et surtout pour le lycée, hein, ce que je vous dis. Ah, ok, En plus, c'est d'accord. pas très compliqué, mais vous l'avez déjà fait ça ou pas? Non. Ok. Alors, il y a d'autres. Oui, on t'écoute. Monsieur, est-ce qu'on va passer ça dans le brevet? Est-ce qu'à la rentrée, il y aura le brevet là? Dès que la rentrée, Et elle tu vient. dormais ou quoi là? Il y Je a le viens de brevet? répondre. Vous dormez tous là? Ah non? Ah, Bah, je vous ai d'accord, dit, à la désolé. rentrée, non, à la rentrée, vous savez, la priorité, ça va pas être de faire le brevet blanc, hein, ça va être de reprendre les cours et d'accélérer les cours pour être prêt pour le brevet, le vrai, quoi. Donc, stressez pas pour le brevet blanc. Ce qui est important, ce que je disais, c'est se préparer pour le brevet tout court et pour les classes de lycée, quoi. Ok? Ok, ok, merci. Il y a d'autres questions? Ok. Alors, on continue. On revient à dans ce que j'avais évoqué dans la première diapo. Vous savez, la constitution de l'atome, vous vous rappelez, c'est des électrons qui jalonnent en fait le domaine de la chimie. Donc, si vous touchez aux électrons, vous les échangez, d'accord, et vous verrez, on fait des liaisons chimiques comme ça, etc. Ça, c'est typiquement la chimie. Par contre, si on touche au noyau, ben, c'est ce qu'on appelle la physique nucléaire. Ce que je vais vous montrer maintenant. En fait, tout ça, on le sait grâce à une expérience de Rutherford qui a été faite. Donc, vous voyez, cette expérience, elle consiste en fait à projeter à projeter des particules sur une feuille d'or, d'accord, pour voir ce qui se passe. Alors, ce qu'a constaté Rutherford, je vous montre la petite vidéo. Donc ça, c'est bien sûr les atomes d'or vus au nanoscope. Donc vous voyez le noyau au centre, en fait, quand les particules arrivent, il se passe des choses assez étonnantes. Il y a deux résultats de cette expérience. C'est-à-dire que la plupart des particules, elles traversent, vous avez vu, et certaines rebondissent carrément sur le noyau. Donc c'est ce résultat qui avait quand même pas mal intrigué Rutherford, parce qu'en fait, ce que je vous ai mis ces citations, c'est un peu comme si des boulets de canon étaient projetés sur une feuille de papier et qui rebondissaient. Et donc, ça veut dire que deux choses. Ça veut dire que dans un atome, en fait, la plupart de l'atome est vide. C'est-à-dire que là, vous avez en gros ce qui constitue le nuage électronique autour. Et en plein centre, bien sûr, vous avez le noyau qui est très compact. Donc, si les particules touchent le noyau extrêmement compact, elles rebondissent. Si les particules passent juste à côté du noyau, elles peuvent être déviées, mais surtout elles traversent. Donc vous voyez, vous avez un noyau très compact, du vide et des électrons autour. Donc ça, c'est l'expérience fondamentale de Rutherford. Alors d'ailleurs, je vous ai mis une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi il a choisi une feuille d'or. Regardez, je vous laisse regarder. Donc ça, c'est tiré Il faut écraser l'or pour qu'il couvre une grande surface. d'une émission sur le milieu. Donc c'est une émission scientifique anglaise. Ça marche pas, Jamie. Donc qui vous expliquer pourquoi l'or est aussi important dans ce genre d'expérience. Ça ici, tu me fais honte. On va ici. Vous avez le son. C'est un cours de tennis, ça. Bien vu, Sherlock Holmes. C'est un batteur d'or et il peut nous aider. Bonjour, vous devez être John. J'ai besoin de votre aide pour prouver qu'on peut couvrir un cours de tennis avec une petite quantité d'or. Dites-moi si c'est vraiment possible. Oui, tu m'entends? C'est notre métier. Oui, Le son, vous l'entendez, la vidéo? Ceci. ouais, mais c'est Ok. quand même décalé, hein. C'est super fin. Regarde ça. Ça se colle sur mon doigt et hop, comme par magie. Tout a disparu. C'est incroyable. Quelle quantité d'or tenez-vous? Une once, soit d'environ 31 grammes. 31 grammes, c'est pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, je pense que ça doit rentrer dans ce dé, non? Enfin, je crois bien. Vous pourriez en faire combien de feuilles d'or? À peu près cette quantité. Il y a 2000 feuilles. 2000? Attends, où tu vas? J'ai une idée. Mais rassure-toi, je reviendrai. Excusez-le, il est un peu... Enfin, comment on va transformer ça en ça? Ouvrez cette porte et vous allez voir. Allons-y. Donc là, vous voyez, à force d'écraser les feuilles d'or, on arrive à les rendre très très minces. Donc quand vous voyez des statues en or, entre guillemets, vous voyez, elles sont juste recouvertes, hein, ce qui coûte pas très cher en fait. Hein. Il y en a très peu. Camille, viens voir, j'ai réussi. Je fabrique des feuilles d'or, je suis occupé. Allez, viens. Je reviens tout de suite. Joe, j'ai du boulot. Tu vois?
J'ai réussi. Tu veux dire qu'avec un dé d'or, tu as recouvert toute la table de ping-pong? Je suis un garçon en or. Je te demande pardon. Et en plus, il me restait assez de feuilles d'or pour faire ça. Et ça. Très bien, je suis impressionné. Mais tu n'as pas gagné. Parce que ton défi, monsieur Challenge, était de couvrir tout le cours de tennis et pas seulement cette table. Je crains donc que tout reste à prouver. Je sais, mais j'en ai fait plus que toi, pour l'instant. Mais on devrait unir nos efforts. Viens. Arrête de bouder. Rebonjour, John. Désolé pour Joe, il fait la tête. Mais bon, il a quand même prouvé qu'on pouvait couvrir une table de ping-pong avec un dé à coudre d'or. En fait, un bloc de 2,5 cm d'épaisseur équivaut à 250 000 feuilles. C'est phénoménal. Il faudrait quoi pour couvrir un cours de tennis? À peu près ça. Il y a 20 onces, 20 fois ce que contenait le dé. C'est lourd, mais ça tient effectivement dans une main. Et ça donnerait cette quantité de feuilles d'or. C'est vraiment incroyable. Merci beaucoup, John. Mais je veux être sûr de bien comprendre. Une once couvrirait une table de ping-pong. Alors, les onces, c'est des unités anglaises qu'on n'utilise pas du tout. 20 onces, merci John, couvrirait un cours de tennis de 260 mètres carrés. Et ça, c'est vraiment épatant. Je crois que moi, j'ai vraiment réussi à prouver qu'on pouvait couvrir un cours de tennis avec l'équivalent d'une poignée d'or. Ça vaut combien tout ça? Environ 17 500 €. Voilà, donc vous voyez, ça c'est pour vous faire comprendre pourquoi Rutherford a utilisé une feuille d'or. C'est-à-dire qu'on arrive à tellement l'écraser qu'on a quelque chose d'extrêmement fin et donc qu'on peut vraiment quasiment étudier le comportement des atomes, même à l'échelle macroscopique. Vous voyez, c'est pour ça que je vous la montre. C'est une expérience qui, comme en chimie, en fait, nous permet de passer assez facilement du macroscopique, c'est-à-dire une feuille d'or, à microscopique, à des interprétations sur ce qui se passe dans l'atome, c'est-à-dire un noyau très compact, du vide et des couches électroniques. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur cette vidéo? Personne? C'est bon? Vous me dites s'il y a un problème technique. Pour l'instant, ça a l'air de passer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est étudier justement ce noyau qu'on vient de découvrir. Alors en passant, parce qu'on en avait parlé jeudi dernier, je vous ai mis une affiche du début du XXe siècle, où on voit une publicité pour, en fait, vous voyez, si on lit, donne une énergie infinie. En fait, c'est un coca radioactif. Donc, comme je l'ai dit à ceux qui étaient là jeudi dernier, en fait, pardon, j'essaie de reprendre la souris. En fait, quand on fait une découverte en science, en général, une découverte très importante, on a toujours l'impression au début que c'est une découverte qui va changer l'humanité, qui va donner l'énergie et l'éternité à tout le monde. Et donc, tout le monde se dispute pour l'utiliser. Je vous rappelle que le mythe de Frankenstein, vous savez, ce monstre fait d'un ensemble de morceaux de cadavres, d'après le livre de Mary Shelley, d'accord ? C'est on lui donne vie en le foudroyant, en utilisant l'énergie d'un éclair, il se met à marcher et à faire flipper tout le monde. En fait, pour le nucléaire, c'est un peu. On s'est aperçu après d'ailleurs que c'était faux. Je vous rappelle que n'essayez pas de donner vie à votre chat mort à l'électricité, ça fera que le cramer un peu plus, vous le savez. C'est-à-dire que le courant électrique est très dangereux pour le corps, on s'en est aperçu plus tard. Mais au début, on pensait que ça pouvait nous donner l'énergie et donc nous permettre de faire plus de choses. Voilà, donc là, ce que vous avez là, c'est la fameuse Zoé. C'est pareil, au moment de la découverte du nucléaire, c'est-à-dire la façon d'aller titiller un peu le noyau et d'utiliser son énergie, on pensait que cette énergie, et on avait raison, à ce niveau-là, l'énergie, elle est colossale, on pensait que ça pouvait nous aider, nous, à avoir plus d'énergie et vivre plus longtemps. On s'est vite aperçu que c'était un problème, vous le savez maintenant. C'est-à-dire, justement, on s'en est aperçu quasiment grâce à ce coca radioactif, parce qu'il y a des gens bien intentionnés aux États-Unis qui en buvaient tous les jours et on s'est aperçu qu'au fur et à mesure, ils allaient de plus en plus mal. Voilà, donc voilà, là, ce que je vous ai mis, c'est en fait ce qui a été fait par Niels Bohr et Lisa Meitner. C'est en fait ce qu'on appelle le modèle de la goutte liquide. Donc vous voyez, en fait, le noyau, on peut le... Alors c'est une analogie, bien sûr, n'allez pas imaginer qu'il y a de l'eau dans un noyau, mais il se comporte en quelque sorte comme quelque chose de liquide, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire comme quelque chose capable de se scinder. Donc, si on envoie un neutron sur un noyau, en fait, on est capable de le scinder. D'accord ? Et quand on casse ce noyau, on casse les liaisons dont je vous ai parlé au début de l'intervention. Quand on a parlé des liaisons entre les neutrons et les protons,
ces liaisons sont très très fortes. C'est parmi les plus fortes de la nature. Et donc, si on arrive à les casser en retour, hein, parce que je vous rappelle que l'énergie se conserve, ça c'est un truc qu'on a rappelé jeudi aussi. Retenez-le bien, le concept central en physique, c'est l'énergie qui se conserve. Et donc, c'est comme en chimie. Si vous cassez des liaisons chimiques, vous allez récupérer de l'énergie chimique. En nucléaire, si vous cassez des liaisons à l'intérieur du noyau, vous allez aussi récupérer l'énergie nucléaire. Et donc, comme cette liaison est très importante, quand vous la récupérez, vous avez aussi une énergie très importante. Et donc, c'est ça que je voulais évoquer avec vous, ce qu'on appelle le projet Los Alamos, d'accord? Donc là, vous voyez le chef des scientifiques qui était au Oppenheimer, d'accord, avec Grove, le chef des militaires. Je vous rappelle que le projet Los Alamos, c'est les Américains qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez peut-être sûrement vu ça en histoire, et vous reverrez ça avec vos profs. Le projet Los Alamos consistait à construire une bombe atomique. Bon, vous le savez, ils ont réussi, en particulier grâce à des scientifiques comme Fermi. Et ce qu'ils ont fait, c'est simplement, ils ont réussi à casser des noyaux grâce à des neutrons, parce qu'un neutron, à votre avis, pourquoi on l'utilise pour casser un noyau? Qu'est-ce qu'il a d'intéressant au niveau des propriétés? Je vous écoute. Allô? Alors, j'ai vu une main. Ouais. Oui, t'écoutes? Après, ils sont chargés électriquement. Non, le neutron, justement, est-ce qu'il est chargé? D'après son nom. Ah bah non. Comme il n'est pas chargé, en quoi ça peut être pratique pour rentrer dans un noyau? Par contre, un noyau, il est comment? Il est chargé comment? Mais il sera chargé positivement, le noyau. Voilà, le noyau positif. Donc, si vous envoyez dessus un autre noyau positif, ça va être compliqué parce qu'ils vont se repousser. Alors que là, si vous envoyez dessus quelque chose de neutre, déjà, il ne va pas être repoussé. Donc, il y a des chances qu'il traverse, comme je le montre ici, le noyau, qu'il casse en deux. Et donc, si vous arrivez à faire ça, vous arrivez à récupérer l'énergie de liaison. Et donc, vous voyez, je vous repasse la petite animation pour vous montrer que les bombes, elles sont basées sur ce principe. D'accord? Alors ça, c'est la bombe Little Boy qui a été envoyée sur Hiroshima. En fait, à l'intérieur, c'est deux substances sous-critiques, en fait, d'accord, de plutonium en général. Et si on les projette l'une contre l'autre, on arrive à avoir quelque chose de critique, à tout faire exploser. Alors, critique, c'est parce qu'en fait, comme on envoie des neutrons, vous avez peut-être déjà entendu parler de la réaction en chaîne, cette réaction dégage d'autres neutrons. Et ainsi de suite. Et donc, en fait, il suffit d'envoyer les premiers neutrons et après, on n'a plus rien à faire, tout explose en chaîne. Donc, à condition de dépasser ce qu'on appelle une masse critique. Donc ça, vous voyez, c'est la première possibilité, c'est ce que j'ai écrit en titre en haut, hein. C'est la première possibilité pour manipuler un noyau, c'est la fission. Donc fission, vous voyez que c'est la même racine que fissurer, hein. C'est assez facile à retenir. C'est-à-dire vous cassez un noyau. Il y a une autre façon, et vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Il y a une autre façon en fait de modifier les noyaux, c'est de partir de petits noyaux et de les rendre de plus en plus grands, ce qu'on appelle la fusion. D'accord? Et là, vous voyez, c'est un peu là aussi le modèle de la goutte liquide qui est inversé. C'est-à-dire que vous avez simplement des petites gouttes qui se rassemblent, entre guillemets, et qui forment une goutte plus lourde, donc un noyau plus lourd. Alors, ce que j'ai mis là en commentaire tout de suite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je vous ai posé la question, c'est pour faire ça, il faut beaucoup d'énergie. Parce que justement, si projeter deux noyaux l'un contre l'autre, comme on l'a rappelé tout à l'heure avec la question, ça consiste à vaincre la force électrostatique, parce que comme les noyaux sont positifs, et vous savez, les charges plus ou les charges moins entre elles se repoussent, il va falloir vaincre cette répulsion. Donc en fait, il faut projeter les noyaux de façon très violente les uns contre les autres pour que la fusion se fasse. Voilà, donc ça, en fait, c'est encore plus... Donc, si on arrive à le faire, par contre, et c'est pour ça aussi qu'on en parle dès la troisième, si on arrive à faire ça, le problème énergétique de l'humanité est résolu. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça dégage très peu de déchets nucléaires, contrairement à la fission. Et donc, ça nous dégagerait tellement d'énergie qu'en fait, on n'aurait vraiment plus aucun problème énergétique. Alors, il y a deux façons de faire ça. Une façon qui se fait de façon naturelle, que vous avez peut-être déjà évoquée, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse, c'est-à-dire la fabrique des noyaux dans les étoiles. Donc là, je vous ai mis une photo du Soleil, vue dans plusieurs longueurs d'onde, hein, pour vous montrer que tous les phénomènes qui ont lieu à l'intérieur. Donc en fait, le Soleil, retenez que ça fait à peu près, en volume, ça fait à peu près 1 million de fois la Terre. Donc vous voyez, c'est colossal. Vous prenez 1 million de Terres, vous les mettez côte à côte. La gravitation va tellement attirer le million de planètes que ça va en fait tout écraser et déclencher des réactions de fusion au niveau des noyaux. Ok. D'ailleurs, je vous montre un petit extrait là pour se reposer, un petit extrait de film que vous avez peut-être déjà vu sur Spider-Man. En fait, c'est les premiers à avoir utilisé ça.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a, bon, peu importe la qualité du film, il y a un octopus en fait, qui est nourri de l'énergie obtenue par fusion nucléaire. Et regardez ce qu'ils ont pris, ils ne sont pas idiots quand même, les ingénieurs de Hollywood, si on peut les appeler comme ça. C'est pour faire cette fusion, je vous laisse découvrir. Alors, on est bientôt. Voilà, c'est lui Octopus, ok, il ressemble à une pieuvre géante. Et surtout, ce qui est plus intéressant pour nous, regardez, c'est qu'il se nourrit à partir d'une énergie colossale, il a besoin de beaucoup d'énergie, et donc il a choisi la fusion. Donc vous voyez, si vous comparez ces deux photos, elles sont quasiment identiques, à part la coloration. C'est un soleil, et en fait, ils ont simplement pris Hollywood, là, pour faire les effets spéciaux, ils ont simplement pris un soleil qu'ils ont mis au centre, d'accord, de ces tentacules-là, et qui permet donc d'alimenter une énergie. Donc, vous voyez, l'énergie par fusion, en fait, c'est un des fantasmes de l'humanité. Hein, on s'en rapproche. Il y a des gros projets internationaux, mais ça nous aiderait beaucoup. On finit quand même avec on arrive à faire la fission hein, de façon non naturelle. Hein. Malheureusement, c'est toujours dans les bombes. Alors, c'est ce qu'on appelle les bombes à hydrogène, parce que bien sûr, hydrogène, vous vous rappelez, c'est l'atome le plus petit de l'univers, et donc c'est le noyau le plus petit aussi. Et donc, si on fusionne des noyaux d'hydrogène, on arrive à dégager encore plus d'énergie et donc avoir une bombe encore plus destructrice. Alors, ça n'a jamais été utilisé, heureusement, hein, parce que c'est encore plus puissant que ce qu'on a vu à Hiroshima et Nagasaki. Et donc, l'idée, en fait, c'est juste de savoir comment ça fonctionne. En fait, ça demande tellement d'énergie qu'il faut aussi une bombe à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. En fait, pour fusionner les noyaux, il faut tellement, en gros, il faut tellement appuyer, il faut tellement de vitesse d'énergie cinétique qu'il faut mettre une bombe à l'extérieur pour projeter les noyaux les uns contre les autres. Donc, c'est ce que j'ai dessiné de cette façon-là. Vous avez une bombe A en périphérie, d'accord, qu'on s'arrange pour concentrer vers l'intérieur de la bombe et qui va permettre de provoquer la fusion de la masse à l'intérieur ici. D'accord. Donc ça, vous voyez que même pour faire une bombe à fusion, on a besoin d'une bombe A, c'est-à-dire d'une fission. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, hein, de ces deux processus, c'est que vous pouvez soit casser des noyaux, avec un neutron, soit les fusionner avec soit un processus très intense qu'on est en train de fabriquer pas loin de Marseille d'ailleurs qui s'appelle des plasmas, soit de façon naturelle dans les étoiles. Donc les étoiles, on retenait qu'elles déclenchent des énergies nucléaires, des réactions nucléaires, pardon, par gravitation. La gravitation est tellement intense, 1 million de fois la Terre minimum, retenez ça, que ça écrase les noyaux et donc ça déclenche des réactions nucléaires qui dégagent énormément d'énergie, dont on profite bien sûr. Hein. Je vous rappelle que ce qu'on appelle lumière du soleil, en fait, c'est le résultat de réactions nucléaires qui ont lieu à peu près à 150 millions de kilomètres de la Terre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va, vous n'avez pas trop marre? Alors, ce qu'on va faire, de toute façon, on va faire une pause. Enfin, on va même s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que, en général, c'est assez compact quand même, les vidéoconférences. Ce que je vous propose, c'est je vous enverrai une autre convocation, probablement pour demain. Oui. Oui, et aussi, monsieur, pour les horaires, parce que moi, je connais pas bien les horaires pour les cours en ligne. Normalement, j'envoie un SMS. Bon, là, moi, j'ai juste les coordonnées de vos parents, donc j'envoie un SMS à vos parents. Ah oui? Pour les horaires, moi, ce que je vous propose, c'est que demain, ce serait pas mal de faire une leçon sur les masses volumiques, parce qu'en général, ça tombe souvent. Donc, je vais vous faire un petit cours sur les masses volumiques. Et ensuite, je vous enverrai des exercices à chercher qu'on corrigera aussi par vidéoconférence. D'accord. Ok, merci. Donc, je vous envoie les horaires par SMS, mais c'est plus simple si je les envoie chez vos parents. Oui, oui. Mais on aura cours tous les jours ou que quelques fois par semaine? Ça, moi, je suis à votre disposition. Je pense que vous avez d'autres choses aussi à bosser. Vous avez d'autres vidéoconférences programmées? Non. Écoutez, tant qu'il n'y en a pas trop de programmés, moi, je vous propose d'avancer. Donc, je crois qu'il vaut mieux faire un petit peu de temps en temps, régulièrement que des séances de 2 heures. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, demain, moi, je vous prépare un petit cours pour les masses volumiques. Si vous êtes dispo demain, on fait ça. Sinon, alors, je vais vous mettre dans le texte. Alors là, je reviens à l'application. Je vais vous mettre dans le texte. Donc, vous m'écrivez si jamais il y a un problème. Donc, tout le monde a trouvé l'outil conversation.
Mais je mets mon email, donc s'il y a des impossibilités au niveau horaire, vous pouvez m'écrire là ou vous demandez à vos parents de me répondre. Ok. Donc, a priori, je vous propose demain 15 h. Ça vous va pour l'instant ou pas? Oui. En fait, j'ai une question, monsieur. Est-ce que même le week-end, on aura cours avec vous? Ça, on pourra faire des gros, pourquoi pas. Donc, Ce que j'aimerais faire le plus vite possible quand même, parce que comme vous n'avez pas eu beaucoup de cours, c'est de faire un maximum de cours. En fait, il n'y a pas trop de leçons à faire en troisième, donc ça tombe assez bien. Puis après, on passe assez vite aux exercices. Donc là, ce que je fais, vous d'accord. l'avez vu, c'est un peu théorique. Je vous ai refait des révisions sur la chimie, la physique. C'est un peu large et un peu théorique. Et après, on passe à des exercices plus pratiques, comme on verra déjà dès demain sur la masse volumique. D'accord. Mais si, parce que, en fait, nos profs, on fait pas cours avec eux, mais ils nous donnent beaucoup de devoirs. Votre prof vous donne des choses à faire? Voilà, on a plusieurs profs qui nous donnent des choses. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, là, je me dis, si vous voulez, on reste sur ce créneau horaire pour l'instant chaque semaine. J'aimerais vous faire les masses volumiques assez tôt parce que ça, c'est hyper important. Il faut tout de suite le digérer. Ok. Oui, je vois qu'on propose de ne pas faire 2 heures, mais 1 heure plusieurs fois par semaine. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Ok. Donc, a priori, on fera 1 heure. On peut faire 2 heures par semaine, mais 2 fois 1 heure. Et après, vous n'êtes pas obligé de tous assister à la conférence. Hein, si ça... Alors, ce soir, donc normalement, là, ce qu'on vient de faire, ce sera enregistré. Je vous le dépose sur un site. Je vous enverrai le lien à télécharger. Si ça vous intéresse, vous le téléchargez pour le garder et pour récupérer des notes si vous n'avez pas eu le temps de les prendre. Et donc, si un jour vous n'avez pas le temps d'être à la vidéoconférence, c'est pas grave, hein, mais vous pouvez récupérer la vidéo. Donc, je vous propose de fonctionner comme ça. Ça vous va? Ok. Ok. Bah, écoutez, à bientôt. Bon courage avec tout ça. Portez-vous bien. Et Au revoir. je Bon vous envoie le confinement, lien monsieur, bon confinement. pour la vidéo. Au revoir.